Bonjour à tous, bienvenue dans ce 28e épisode de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je présente tous les mois l'évolution de mon portefeuille PEA. Alors, on peut voir que mon portefeuille PEA est actuellement valorisé à hauteur de 25 008 €. Et alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va faire un petit peu de macroéconomie, c'est-à-dire qu'on va regarder l'image générale au niveau macroéconomique pour voir si on n'est pas en train d'entrer dans un bear market, c'est-à-dire dans un marché baissier prolongé. Et puis, on regardera éventuellement si on n'est pas en ce moment dans un bear market rally, c'est-à-dire dans un rebond au sein d'un marché baissier prolongé. Alors, comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, à savoir un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces rappels d'usage étant faits, nous pouvons passer à la présentation du portefeuille. Alors, je vous ai mis ici une copie d'écran, donc au 1er avril 2022, du portefeuille PEA, de mon portefeuille PEA. On voit ici que le portefeuille est actuellement valorisé à hauteur de 25 008 €, donc en date du 1er avril 2022. On retiendra la valeur de clôture de la veille, donc 24 629 € pour calculer la performance au cours du mois de mars 2022. Au niveau du solde d'espèces, on voit que j'ai désormais 8 434 € et donc que j'ai environ 34% de liquidité en PEA au moment où je tourne cette vidéo. Alors, comme d'habitude, j'ai classé les lignes par valorisation ou par pondération, c'est la même chose. On voit que Prosus est toujours la première ligne du portefeuille avec une valorisation de 6 459 €, soit un peu plus de 26% du portefeuille PEA, suivi de la ligne Total Energy, valorisée à hauteur de 1 916 €, soit près de 8% du portefeuille. Et puis on retrouve ensuite les lignes Eutelsat Communications, AB InBev, Renault, BIC et Danone. Et puis ensuite on a des lignes plus petites qui sont ici dans le portefeuille PEA. On va retrouver dans ce portefeuille une nouvelle ligne, à savoir la ligne HelloFresh, qui représente ici environ 2% du portefeuille. Et puis on a des lignes un peu plus spéculatives en bas, je les ai mises ici avec un tiret orange. Donc on va retrouver la ligne Delivery Hero, qui est une ligne spéculative à ce stade, et puis la ligne Inat Pharma, qui est également une ligne spéculative, puisqu'il s'agit d'une biotech. Et donc au final, on voit que les lignes les plus spéculatives du portefeuille représentent respectivement 0,86% du portefeuille et 0,64% du portefeuille. Alors, comme on va le voir dans la suite de la vidéo, j'ai profité de la volatilité du mois de mars pour réduire la voilure sur certaines lignes, notamment certaines lignes cycliques, je vais en parler juste après. Et puis, deuxièmement, j'en ai profité pour renforcer encore ma ligne Prosus dont le PRU est désormais de 69,17 €. Prosus est actuellement malmené en bourse et ce pour deux raisons. Premièrement parce que Tencent Holdings est malmené à la bourse de Hong Kong comme l'essentiel des valeurs chinoises. Et puis deuxièmement parce que Prosus est exposé à la Russie au travers de VK et de Avito. Et donc l'entreprise a annoncé une dépréciation d'actifs à venir sur VK, donc une dépréciation d'actifs d'environ 700 millions de dollars. Donc il faut savoir que cette participation dans VK ne représentait que 0,3% de la valeur de la NAV de Prosus au 31 décembre 2021. Et puis deuxième élément important, Prosus a annoncé qu'elle allait prendre ses distances avec Avito. Or il faut savoir qu'Avito représente environ 20% du chiffre d'affaires actuel de Prosus et donc Prosus va voir son chiffre d'affaires baisser si c'est effectivement le cas. De mon côté, je conserve une vue à très long terme, c'est-à-dire que je continue d'investir dans Prosus en me disant deux choses. Premièrement, c'est que la décote offerte sur les actifs détenus par Prosus est d'environ 50%. Et deuxièmement, ces actifs sont à des niveaux historiquement bas. Et donc, je continue de penser qu'investir dans Prosus sur ce niveau de prix est une chose relativement intéressante à plus long terme. Bien entendu, comme d'habitude, je montre ce que je fais au niveau de mon portefeuille PEA, mais cela ne constitue ni un conseil d'achat sur le titre, ni un conseil de vente sur le titre. On peut voir ici que ma ligne Prosus a tendance à tirer le portefeuille vers le bas, puisque la moins-value latente est actuellement de 2 326 € sur Prosus.
À la question « Est-ce que je suis inquiet par cette moins-value latente sur Prosus ?», ma réponse est non. Je pense qu'il est important de s'habituer à ce genre de moins-value latente lorsqu'on est un investisseur à long terme. Au niveau des faits marquants du mois de mars 2022, on note premièrement que le rendement mensuel du portefeuille est de moins 0,3%. Autrement dit, le portefeuille n'a pas vraiment bougé par rapport au mois de février 2022. Et puis deuxièmement, on note un fort rebond des marchés fin mars. Donc on a un marché qui a décroché début mars et puis qui s'est très bien repris fin mars pour finalement finir relativement plat. La question qu'on pourra se poser ensuite dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il s'agit d'un rebond dans un marché haussier ou bien est-ce qu'il s'agit d'un rebond dans un marché baissier, à savoir un bear market rally? Et là, bien entendu, la réponse est peu claire à ce stade. Au niveau des prises de position en mars 2022, j'ai procédé à l'achat de quelques actions HelloFresh et donc j'ai décidé de commencer à construire une ligne sur le titre HelloFresh coté en Allemagne. Deuxièmement, j'ai renforcé ma ligne Prosus comme on l'a vu. Troisièmement, j'ai vendu ma ligne Maison du Monde, je vais en parler juste après. Quatrièmement, j'ai vendu ma ligne SMCP, je vais également en parler après. Et puis j'ai allégé mes lignes BIC, Danone, Ontex et Nikon. Et donc globalement, entre début mars et fin mars, j'ai profité de la volatilité des marchés pour réduire mon exposition à certaines lignes. Et notamment à certaines lignes cycliques comme Maison du Monde ou SMCP. Autrement dit, mon portefeuille PEA reste très fortement exposé à Prosus, comme on peut le voir ici, mais mon solde d'espèces est relativement garni, ce qui veut dire que je vais pouvoir redéployer ces capitaux sur des opportunités qui pourraient se présenter dans les mois qui viennent. Alors, au niveau des mouvements du mois, j'ai augmenté mon exposition à Prosus de 18 actions, j'ai réduit mon exposition à BIC de 10 actions, j'ai réduit également mon exposition à Danone de 7 actions, j'ai réduit mon exposition à Ontex de 25 actions et j'ai réduit mon exposition à Nikon de 50 actions. J'ai par ailleurs commencé à construire une ligne sur HelloFresh, donc coté en Allemagne. Alors je vous ai mis le détail ensuite. Donc premièrement, j'ai procédé à la vente partielle de BIC avec une plus-value de 6,39%, dividende inclus. L'objectif est ici de réduire la taille de ma ligne. J'ai procédé également à la vente partielle de Danone avec une plus-value de 7,41%, dividende inclus. L'objectif est là encore de réduire la taille de ma ligne. J'ai procédé également à la vente partielle de Ontex avec une moins-value de 25,15%. L'objectif est toujours le même, réduire la taille de ma ligne. Enfin, j'ai procédé à la vente partielle de Nikon avec une plus-value de 4,47%, donc une plus-value anecdotique. L'idée est encore ici de réduire mon exposition à Nikon. Donc ça veut dire que je reste investi sur ces entreprises, mais je réduis simplement la taille de la voilure dans un marché qui potentiellement peut se transformer en marché baissier. En tout cas, en marché baissier prolongé. Donc comme on peut le voir ici, je suis très offensif sur des valeurs qualitatives qui ont fortement souffert au cours des derniers trimestres. Je pense ici à Prosus et puis HelloFresh en Allemagne qui fait partie de ces valeurs qui avaient très bien performé en 2020-2021 et qui est en forte baisse depuis quelques trimestres. Et donc je profite de cette forte baisse pour commencer à construire une ligne sur le titre. En revanche, je suis beaucoup plus défensif sur le reste du portefeuille puisque j'ai allégé une grande partie de mes positions, notamment de mes positions cycliques. J'ai fait remonter mon niveau de liquidité en portefeuille à 34% et puis j'ai vendu ma ligne Maison du Monde, donc avec une plus-value de 71% dividende inclus. Et puis j'ai vendu ma ligne SMCP avec une plus-value de 40% et avec l'idée de pouvoir éventuellement revenir sur le titre si celui-ci venait à se replier fortement dans les trimestres qui viennent. Bien entendu, le niveau important de liquidité que j'ai actuellement en portefeuille me permet d'être serein par rapport à la suite. Alors la question qu'on va se poser maintenant est la suivante, à savoir est-ce qu'on est au début d'un bear market, c'est-à-dire d'un marché baissier prolongé? Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des éléments macroéconomiques, ce que je fais extrêmement rarement, mais qui peuvent être relativement pertinents en ce moment. Et donc de mon côté, je conserve une approche bottom-up, c'est-à-dire que je ne me fie pas à la macroéconomie, je continue à investir dans des entreprises qui me semblent correctement valorisées au niveau des fondamentaux. Pour autant, je garde un œil sur la macro pour essayer de voir ce qu'il pourrait se passer au niveau du marché, tout en conservant mon approche bottom-up par ailleurs. Alors avant de passer à la suite, je vais vous rappeler très rapidement ce qu'est un bear market. Un bear market, c'est quoi? C'est tout simplement un marché qui corrige de 20% ou plus par rapport à ses derniers plus hauts.
Et alors, lorsque cette correction est très rapide, on appelle ça un crack. Et lorsque cette correction est moins rapide, on appelle ça un bear market ou un marché baissier prolongé. Les bear markets peuvent durer un an et demi par exemple. Et il est bon de se rappeler également que les bear markets peuvent entraîner les marchés beaucoup plus bas, notamment avec des replis de 40, 50 ou 60%. Alors pourquoi j'évoque la possibilité d'un bear market et d'un bear market rally, c'est-à-dire d'un rebond au sein d'un marché baissier? Tout simplement parce qu'on a des éléments macroéconomiques qui nous laissent penser que les marchés pourraient fortement corriger au cours des prochains trimestres. Alors le premier élément qui peut nous laisser penser à l'arrivée d'un marché baissier prolongé, donc d'un bear market, c'est tout simplement la flambée du prix des matières premières. Je vous ai mis ici le cours de certaines de ces matières premières. Donc on a ici les contrats à terme, les contrats futures sur le sucre, donc aux États-Unis ici, qui a pris 128% depuis les derniers plus bas. Je vous ai mis également le cuivre qui a pris 134% depuis les derniers plus bas. On va retrouver également le blé qui a pris 164% depuis les derniers plus bas. Et puis on va retrouver le maïs qui a pris 187% depuis les derniers plus bas. Donc je vous ai mis d'autres matières premières comme le gaz naturel coté aux États-Unis qui a pris 410% depuis ces derniers plus bas. On a également le pétrole Brent ici qui a pris 775% depuis ces derniers plus bas. Le dernier plus bas ayant été fait au cours du mois de mars 2020. Autre élément qui pourrait nous laisser penser qu'on est au début d'un marché baissier prolongé, c'est l'inflation record dans le monde, notamment au niveau des carburants, de l'électricité, au niveau du gaz ou de l'alimentation. Les chiffres sont sans appel, on note une inflation de 9,8% en Espagne, qui est un record depuis 1985, une inflation de 8,3% en Belgique, record depuis 1983, une inflation de 7,9% aux États-Unis, record depuis 1982, et une inflation de 7,5% en zone euro, record historique. L'inflation est également de 6,7% en Italie, record depuis 1991, de 6,2% au Royaume-Uni, record depuis 1992, de 5,7% au Canada, record depuis 1991, et de 4,5% en France, record depuis 1985. Alors on voit que la France s'en sort mieux que de nombreux pays en raison de son mix énergétique. Alors bien entendu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous constatez vous-même une très forte augmentation des prix au niveau de vos budgets. C'est toujours intéressant pour la communauté. Donc on a une flambée des matières premières et je ne parle même pas des problèmes de supply chain observés ici et là dans différents pays. Et puis on a une inflation au record et vous savez probablement que pour combattre l'inflation, les banques centrales sont censées augmenter leur taux directeur pour augmenter les taux d'intérêt, notamment les taux d'intérêt à long terme. Ce qui veut dire qu'avec une inflation pareille, les banques centrales sont censées remonter très fortement leur taux d'intérêt dans les trimestres qui viennent si elles veulent lutter contre cette inflation record et surtout pour pas que cette inflation ne dégénère. Donc les banques centrales sont quelque peu prises au piège, c'est-à-dire que d'un côté, soit elles n'augmentent pas les taux d'intérêt et l'inflation continue à être galopante, soit elles augmentent les taux d'intérêt fortement et à ce moment-là, elles vont précipiter l'économie probablement en récession, ce qui va bien entendu amoindrir l'inflation et probablement faire retomber l'inflation à des niveaux raisonnables, mais qui risque de plonger les économies en récession et donc qui risque également de faire plonger les marchés boursiers. Alors le problème principal à mes yeux est le suivant, c'est que ces taux d'inflation sont extrêmement élevés, ce qui implique potentiellement une remontée des taux extrêmement brutale au cours des prochains trimestres. Alors c'est ce qu'on peut voir ici au niveau des taux d'intérêt. Je vous ai mis ici le taux à 10 ans, le taux américain à 10 ans. On voit que celui-ci est actuellement de 2,6% à comparer à une inflation de 7,9% aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en réalité, on a ici des taux d'intérêt réels négatifs. Et pour lutter contre cette inflation, il faudrait avoir un taux d'intérêt au niveau au moins du taux d'inflation, c'est-à-dire aux alentours de 8%. On voit qu'on est très loin de ce taux d'inflation. Ce qui me laisse penser que la Fed n'a pas d'autre choix que d'augmenter très rapidement ses taux d'intérêt, ce qui veut dire aussi qu'elle va probablement précipiter l'économie américaine en récession. Alors ça me fait penser à ce qu'il s'est passé en Turquie il y a quelques temps, c'est-à-dire que l'inflation était d'environ 20% et les taux directeurs de la Banque centrale turque étaient d'environ 15%, à savoir que les taux réels étaient négatifs de moins 5%. Donc ça c'est pour le petit clin d'œil. On voit que les taux d'intérêt en zone euro sont également très faibles par rapport au taux d'inflation. C'est le cas notamment en Espagne puisque le taux d'intérêt à 10 ans est de 1,7% actuellement contre une inflation de 9,8%.
On voit que c'est la même chose en France également, puisque le taux d'intérêt à 10 ans est de 1,2% sur l'obligation à 10 ans française, contre un taux d'inflation de 4,5%. Autrement dit, la France opère aussi avec des taux d'intérêt réels négatifs. Donc les taux d'intérêt sont en train de remonter, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, comme au Canada par exemple, comme au Japon. Et donc ces taux d'intérêt sont relativement faibles par rapport aux taux d'inflation. Et donc si les banques centrales veulent réellement lutter contre l'inflation, elles n'ont plus d'autre choix que d'augmenter fortement leur taux d'intérêt, ce qui bien entendu pourrait plonger les économies en récession. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en intervenant, les banques centrales pourraient faire chuter le taux d'inflation à des niveaux raisonnables, autour de 2%. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en cas de contraction trop forte de l'économie, on pourrait retomber en déflation, et puis ça pourrait entraîner une augmentation du taux de chômage. Et puis, bien entendu, ça pourrait amener les marchés boursiers, notamment les actions, à se contracter, donc à fortement chuter. Pourquoi? Parce que les valeurs cycliques dans un tel environnement souffrent fortement, donc elles ont tendance à fortement chuter. Et puis la remontée des taux d'intérêt entraîne mécaniquement une baisse de la valorisation du marché action, tout simplement parce que le taux d'actualisation augmente avec l'augmentation du taux d'intérêt. On note par ailleurs une très forte contraction en Chine. Je vous rappelle que la Chine est la seconde économie mondiale derrière les États-Unis, en passe de devenir la première économie mondiale, en tout cas à un horizon de 10 ans. Je vous ai mis ici deux graphiques, premièrement le PMI des services en Chine et puis deuxièmement le PMI manufacturier en Chine. Alors on note ici une très forte contraction au niveau du PMI des services, donc je vous ai mis ici un historique d'une dizaine d'années. Et on voit ici une très forte contraction en février-mars 2020, on en connaît la raison. On note ici une deuxième contraction très importante en cours actuellement au niveau du PMI des services. Et puis au niveau du PMI manufacturier, c'est la même chose, très forte contraction ici en février-mars 2020, et puis on est en train de se contracter ici puisque le PMI manufacturier est passé en dessous de la zone des 50. Et lorsqu'on est en dessous de la zone des 50, ça veut dire qu'on est en période de contraction. Donc très forte contraction économique en Chine. On sait que les actions chinoises sont en forte souffrance depuis un peu plus d'un an. Donc elles sont en bear market, c'est-à-dire en marché baissier prolongé depuis un peu plus d'un an. On peut penser que ces actions chinoises pourraient sortir de ce bear market au cours des 6 à 12 prochains mois. Bien entendu, la situation économique en Chine a tendance à peser sur le reste du monde. Pourquoi? Parce que la Chine a, au cours des 20 dernières années, eu tendance à être la locomotive du monde. En tout cas au niveau de la croissance du PIB. Alors je vous ai mis ici un graphique de l'indice Hang Seng, donc des plus belles valeurs cotées à Hong Kong, à la bourse de Hong Kong. On voit que celui-ci est en baisse de 45% depuis ses derniers plus hauts, donc une baisse qui correspond grosso modo à la baisse qui avait eu lieu en 2007, 2008, 2009. Je vous ai mis ici également l'indice Hang Seng Tech, c'est-à-dire l'indice des valeurs technologiques cotées à la bourse de Hong Kong. On voit que celui-ci est en baisse de 63% depuis ses derniers plus hauts. On voit bien ici le bear market sur l'indice tech chinois. Alors la question, qu'est-ce qu'un bear market? Eh bien un bear market, c'est tout simplement ce qu'on a à l'écran, c'est-à-dire un marché baissier prolongé qui dure potentiellement un an et demi, 2 ans et qui épuise la plupart des investisseurs et surtout les spéculateurs. Alors au-delà de ces nuages qui s'amoncellent à l'horizon, on a surtout une inversion de la courbe des taux aux États-Unis, synonyme très souvent de récession, et donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai mis un graphique de la Fed de Saint-Louis qui nous présente la différence entre le taux de l'obligation à 10 ans américaine et le taux de l'obligation à 2 ans américaine. C'est généralement le graphique utilisé pour représenter une inversion de la courbe des taux aux États-Unis et donc pour anticiper une récession à venir. Alors une inversion de la courbe des taux, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque les taux courts ont un rendement supérieur au taux long, c'est-à-dire lorsque l'obligation à 2 ans américaine offre un rendement supérieur à l'obligation à 10 ans américaine. Alors pourquoi cette inversion de la courbe des taux est très regardée aux États-Unis? Tout simplement parce qu'au cours des 40 dernières années, on a eu 8 inversions de la courbe des taux américaine pour 6 récessions, c'est-à-dire que cette inversion de la courbe des taux anticipe très bien les récessions à venir. Donc 8 inversions pour 6 récessions, je vais les présenter très rapidement. La première intervient à la fin des années 70, première inversion de la courbe des taux et récession qui s'ensuit quelques trimestres plus tard, ici au début des années 80. Deuxième inversion de la courbe des taux, ici au début des années 80 et récession qui s'ensuit ici quelques trimestres plus tard.
On note ici une nouvelle inversion de la courbe des taux, donc à la fin des années 80, et s'ensuit, quelques trimestres plus tard, au début des années 90, une récession aux États-Unis. Alors on note une nouvelle inversion de la courbe des taux à la fin des années 90, en 1997. Il n'y a pas de récession aux États-Unis, mais on a la crise financière asiatique en 97-98 qui touche l'Asie du Sud-Est. Nouvelle inversion de la courbe des taux en 2000 et récession qui s'ensuit quelques trimestres plus tard au début des années 2000. Alors on note également une inversion de la courbe des taux en 2006 puis en 2007 et s'ensuit quelques trimestres plus tard une récession, donc la fameuse crise financière de 2008-2009. Enfin, on note une dernière inversion de la courbe des taux ici en 2019 et on voit que cette inversion de la courbe des taux a été suivie d'une nouvelle récession aux États-Unis en 2020. Et donc au final, on a 8 inversions de la courbe des taux aux États-Unis pour 6 récessions. Et donc la question que se posent de nombreux macroéconomistes est la suivante: est-ce que l'inversion actuelle de la courbe des taux n'est pas en train d'annoncer une récession à venir aux États-Unis? Auquel cas, bien entendu, le marché action américain pourrait fortement souffrir dans les trimestres qui viennent. Alors au-delà de ces éléments macroéconomiques plutôt négatifs, on a pu observer par ailleurs que certaines valeurs qualitatives, certaines actions qualitatives sont entrées potentiellement en bear market. C'est ce qu'on va regarder tout de suite en faisant un tour d'horizon de quelques actions qualitatives. Alors je vous ai mis ici ASSA ABLOY qui est en baisse de 20% par rapport à ses derniers plus hauts. Donc on est ici en bear market sur le titre. Alors bien entendu, il peut s'agir d'une correction dans un marché haussier, c'est tout à fait possible. Je vous ai mis ici le titre L'Oréal qui est en baisse de 25% par rapport à ses derniers plus hauts. On va retrouver également LVMH en baisse de 28% par rapport à ses derniers plus hauts. On va retrouver par ailleurs Dassault Systèmes en baisse de 32% par rapport à ses derniers plus hauts, ou encore Ferrari, coté en Italie, en baisse de 33% par rapport à ses derniers plus hauts, ou bien la Française des Jeux en baisse de 35% par rapport à ses derniers plus hauts. On va retrouver par ailleurs un titre comme Hermès en baisse de 36% par rapport à ses derniers plus hauts, ou encore Kone en baisse de 40% par rapport à ses derniers plus hauts. Je vous ai mis également Adidas en baisse de 49% par rapport à ses derniers plus hauts, et Inditex, donc coté en Espagne, donc Inditex, c'est-à-dire l'entreprise qui gère les magasins Zara, donc en baisse de 50% depuis ses derniers plus hauts, malgré le fait que ce soit une action relativement qualitative. Alors ici, on a une action qualitative dans un secteur cyclique, à savoir le retail, et on voit que cette entreprise a fortement souffert au cours des derniers mois. Et donc la question qu'on peut se poser actuellement et que je me pose dans cette vidéo est la suivante, à savoir est-ce que la correction des dernières semaines est simplement une correction dans un marché haussier ou bien est-ce qu'il s'agit d'un bear market rally, à savoir un rebond au sein d'un marché baissier qui ne fait que commencer. Alors bien entendu, vous pouvez me laisser votre avis en commentaire sous la vidéo, c'est toujours intéressant pour la communauté. De mon côté, je reste méfiant tout en gardant une approche bottom-up, c'est-à-dire que je continuerai à renforcer mes positions et à construire des positions sur des lignes qui me semblent correctement valorisées dans une optique de long terme. Alors pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rejoindre la Team EIP, vous trouverez un lien sous la vidéo si vous souhaitez en savoir davantage sur l'offre. Dans les grandes lignes, faire partie de la Team EIP vous permet d'avoir accès à mes portefeuilles PEA et CTO en temps réel, de recevoir 2 analyses détaillées d'entreprise par mois, chaque analyse faisant une vingtaine de pages, mais aussi de recevoir un compte-rendu mensuel, d'interagir avec moi et avec d'autres investisseurs particuliers sur le Discord privé, et enfin de participer à 2 réunions mensuelles. Bien entendu, vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Alors on passe à la Google Sheet très rapidement, on voit que le portefeuille est en hausse de 6,53% depuis l'ouverture du PEA, donc un portefeuille toujours en hausse mais qui souffre pas mal actuellement, notamment en raison de mon exposition à Prosus. Et puis comme d'habitude, je vous mets ici l'ensemble de mes plus-values et moins-values réalisées sur le portefeuille PEA. Vous pouvez y jeter un œil si vous êtes intéressé. Au niveau des dividendes, on voit que Total doit me verser un dividende de 27,06 € en avril, donc c'est toujours bon pour les liquidités. Et puis on voit que des dividendes vont tomber normalement en mai, donc le dividende de Danone et de AB InBev en mai, puis en juin à nouveau un dividende de Société BIC ici. Donc comme d'habitude, ces dividendes se retrouvent sur le solde d'espèces, ce qui augmente les liquidités en portefeuille. Bien entendu, ces liquidités seront redéployées lorsque des opportunités se présenteront. Alors au niveau de l'allocation du portefeuille, on voit que les liquidités représentent désormais près de 34% du portefeuille,
donc des liquidités qui me permettent d'être serein, que l'on soit en bear market ou non. Bien entendu, je redéploierai ces liquidités au cours des prochains trimestres. Et bien entendu, en fonction des opportunités qui se présentent. On voit par ailleurs que Prosus représente 26% du portefeuille, Renault représente 3,9% du portefeuille, Total Energy 7,6%, Danone 3,8%, BIC 3,8%, Eutelsat 4,7%, Ontex 3,7%, AB InBev 4,4%, Nikon 3,1%, Ruby 1,6% et HelloFresh 2,2%. On a aussi ici une ligne Delivery Hero qui représente un peu moins de 1% du portefeuille. On note ici que j'ai allégé l'essentiel de mes lignes, donc j'ai réduit la voilure ici, j'ai augmenté mes liquidités ici et je conserve une très forte exposition à Prosus ici. Alors comme d'habitude, je termine cette vidéo avec une question. Ma question est la suivante. Quel est votre niveau de stress actuellement sur une échelle de 1 à 10, 1 étant un niveau de stress peu élevé et 10 étant un niveau de stress très élevé? Alors pourquoi je vous pose cette question? Tout simplement parce que j'ai remarqué qu'il y avait des commentaires de personnes relativement stressées actuellement parce que les marchés sont relativement volatiles. Maintenant, dans cette vidéo, j'essaie de vous préparer à l'éventualité d'un bear market, c'est-à-dire d'un marché baissier prolongé beaucoup plus important, auquel cas bien entendu les niveaux de stress vont augmenter fortement. Donc n'hésitez pas à partager avec moi et avec la communauté votre niveau de stress actuellement pour savoir un petit peu comment, ou en tout cas dans quel état d'esprit vous êtes au niveau psychologique. Alors de mon côté, mon niveau de stress est actuellement de 1, c'est-à-dire que pour le moment, nous sommes dans des marchés parfaitement normaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.